Nous quittons Sarlat pour aller plus au nord. Vers la vallée de la Vézère. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO lorsqu'elle traverse le Périgord, cette rivière prend sa source dans le Massif central et se jette dans la Dordogne. Le long de ces falaises, la Vézère abrite des sites exceptionnels qui racontent plus de 300 000 ans de présence humaine. Philippe Colomy est guide sur la Vézère. Ancien champion d'Europe de canoë, il propose des circuits de découverte de sa rivière. Un endroit qu'il affectionne particulièrement, c'est la falaise de Jord et ses trous de guetteurs creusés dans la roche. Ici, au Moyen-Âge, des hommes étaient postés pour surveiller la rivière. Cet après-midi, un étrange attelage sillonne les routes du Périgord noir. Romain Bondonneau est historien. On en a aperçu les 3 châteaux là. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur la région qu'il s'apprête à survoler pour la première fois en montgolfière. J'ai passé beaucoup de temps à parcourir dans tous les sens en bas. Et effectivement, je vais pouvoir aujourd'hui pleinement profiter d'un point de vue qui est complètement inhabituel, grâce auquel je vais peut-être découvrir des aspects qui m'échappaient complètement. Moi, j'aimerais vraiment bien que tu me fasses des photos de falaises, hein, parce qu'on les voit d'habitude en contre-plongée. J'aimerais bien qu'on puisse les voir en plongée pour ce baptême, il est accompagné d'Andrea Polato, un photographe italien avec qui il prépare un nouveau livre sur le Périgord. Le Périgord en ballon, ça va être effectivement une grande découverte et une découverte partagée. Donc le bonheur. 2, 3. Attention à vos mains. Voilà, et on va tout simplement basculer la nacelle, on va la coucher. Allez. Donc vous pouvez pousser vers moi. 1, 2, 3. Il faut 30 minutes de préparatifs pour que la montgolfière puisse décoller. Impec. C'est un gros paquet de tissu à préparer. C'est Lionel Drouet qui va la piloter. C'est bon, Francis ? Première bonne nouvelle pour les deux amis, ils vont pouvoir profiter d'une météo exceptionnelle. Un survol de 2 heures au-dessus de la vallée des Châteaux. Un panorama hors du commun au cœur du Périgord noir.
Oui, on comprend qu'effectivement ici on appelle ça le Périgord noir parce qu'on voit que les coteaux sont finalement couverts de forêts qui sont assez ombreuses, assez foncées, avec des chênes verts qui donnent un aspect sombre à toutes les saisons en réalité, puisque les chênes verts ne perdent pas leurs feuilles. Donc de là l'appellation Périgord noir, qui n'est pas liée à la truffe, contrairement à ce qu'on croit. Après quelques minutes, les premiers châteaux apparaissent. Regardez Beynac qui apparaît là-bas, droit devant toi, Romain. Le donjon de Beynac qui sort des arbres, tu vois? J'aime Beynac, hein. Beynac c'est Si jamais magnifique. j'ai trop d'avance, je vais aller me mettre un peu dans le trou à Beynac et je vais vous montrer quand ça arrive. Juché sur une falaise de 150 mètres de haut, le château de Beynac. Bâti dès le XIIe siècle, Beynac est l'une des places fortes françaises lors de la guerre de Cent Ans. Un château dont les mystères fascinent l'historien. Et alors tu vois la roche ici. Alors il faut imaginer qu'il y a un souterrain sous le château dont on a retrouvé le plan, le descriptif des salles, même dessiné. Or aujourd'hui plus personne ne sait où est le souterrain, mais nous avons un texte et un dessin du XVIIIe siècle qui précise ce qu'on y trouve, en particulier des tombeaux. Je découvre à quel point le village est une sorte de mixte extrêmement harmonieux entre la roche et la nature, puisque les eaux de la Dordogne viennent lécher les bas de la roche. C'est tout à fait extraordinaire, on a le sentiment d'être au Moyen-Âge et ça fait parfaitement rêver. Waouh, regarde la Dordogne qui s'offre à nous, c'est extraordinaire. Sur l'autre rive du fleuve, le grand rival de Beynac au XIVe siècle, le château de Castelnau. Il est alors aux mains des Anglais et pendant des siècles, les deux places fortes se défient. Bon, là on est vraiment au milieu de la vallée des châteaux. Hein. D'ici, Romain et Andrea ont le meilleur point de vue sur les forteresses. Donc là je vais prendre un petit peu d'altitude pour que vous ayez une vision un petit peu sur les jardins avec les massifs de buis taillés. Là il y a un pigeonnier, regarde, c'est le pigeon. La montgolfière longe maintenant les falaises de la Roque-Gajac, le village natal de Romain. J'aimerais bien que tu puisses photographier ma maison d'enfance, là, en haut des falaises de la Roque-Gajac. Et j'ai grandi en haut des falaises, mais j'avais pas un point de vue tel que celui-ci. La montgolfière ouvre une telle nouvelle perspective que parfois il me faut un temps pour identifier des endroits que je connais depuis que je suis né. Et donc c'est tout à fait extraordinaire. On découvre encore une fois des points de vue. Excuse-moi, Ben, ce qui est je suis un peu soufflé en fait. Ce qui est un peu marquant, c'est en fait aussi de voir la concentration là sur cette petite plaine en fait, et de voir qu'il y a tous les villages, la Roque-Gajac, Castelnau, Beynac, et qu'en fait ça tient dans la main quand on la met comme ça, hein, tout simplement. Ouais David, je suis un cap sur Montmirail. On ne peut pas se lasser de ce Périgord parce que c'est jamais le même. On a volé hier soir, les couleurs ont encore changé, on a un petit peu plus de jaune, on commence à avoir des petits rouges qui sortent dans la forêt. Bon, les châteaux sont toujours là, c'est toujours différent, les lumières sont toujours différentes, donc non, on ne peut pas se lasser de ça, je crois pas. Demain, Romain et Andrea vont continuer leur travail, à 10 km au nord de la vallée des Châteaux. L'historien veut faire découvrir à son ami 2 trésors de la capitale du Périgord noir.
Sarlat, une cité façonnée par 1200 ans d'histoire. Les époques s'y succèdent et laissent leurs traces sur les plus beaux édifices de la ville. En France, c'est à Sarlat que l'on trouve la plus grande densité d'édifices inscrits et classés à l'inventaire des monuments historiques. Sur seulement 11 hectares, le centre-ville en compte 57. Le premier édifice qui intéresse Romain pour son livre sur le Sarlat insolite, c'est la cathédrale Saint-Sacerdoce. Sa construction s'étale sur 500 ans. Édifiée au XIVe siècle sur les fondations d'une abbaye de style roman, elle est détruite puis rebâtie selon les principes de l'art gothique. Un mélange hétéroclite qui surprend Andrea. C'est très joli, mais c'est pas typique des Non, Sarladais. pas du tout. C'est un clocher baroque. On sait, parce qu'on a retrouvé un dessin, on sait qu'il y avait une flèche, mais que visiblement elle aurait pris la foudre au début du XVIIIe siècle. Et donc ils ont remplacé ça par un clocher en forme de bulbe qui était une mode baroque du XVIIIe, ce qui effectivement donne quasiment un petit côté russe, Oui. hein, à la cathédrale de Sarlat. Ok, je fais vite. Hein. Ouais. L'autre monument que Romain veut faire découvrir à Andrea est au-dessus de la cathédrale. C'est la lanterne des morts. Aucun historien n'a jamais pu lever totalement le mystère qui l'entoure. Tu vois la forme de la coupole, c'est une sorte d'obus de pierre. On sait qu'il a été construit vers la fin du XIIe siècle, mais en réalité, sur son usage, on a encore beaucoup d'hypothèses. Longtemps considéré comme un mémorial en l'honneur de Saint Bernard, l'édifice aurait peut-être contenu des tombeaux. Pour Romain, l'hypothèse d'une chapelle funéraire semble aujourd'hui la plus plausible. Les gens venaient prier un mort, qu'ils pouvaient d'ailleurs déposer, peut-être pas à l'origine, mais après, et peut-être le même jour, on ne sait pas bien. En réalité, on pouvait préparer une petite coupelle dans laquelle on mettait de l'huile de noix avec une petite mèche et qu'on montait par un système de cordage et de poulies. Et dans ce cas-là, l'étage servait réellement de lanterne des morts, c'est-à-dire un endroit par lequel on fait passer de la lumière qui indiquerait peut-être le chemin que les âmes des défunts devraient emprunter pour accéder au monde des morts. Ah, voilà. Mon vieux, on va devoir escalader. Hein. Pour la première fois, Romain va pénétrer dans l'étage supérieur de la lanterne. Il a obtenu l'autorisation exceptionnelle d'y accéder. C'est bon? Oui, oui. C'est beau, Romain, dedans? Ah, c'est plus grand de combien j'avais imaginé. Ouais, à la hauteur du cône. Ça permet de bien mesurer finalement cette architecture si bizarre. Il découvre une coupole extrêmement travaillée. Une surprise, car le haut du monument n'était pas destiné à être vu de l'intérieur. Regardez la beauté de cette pierre taillée. Extraordinaire. Voilà, quand je vais faire 2-3 images. Ah, ça, c'est inattendu. Hein, Oui, comme... oui, oui. On ne peut pas passer au travers, mon vieux. Ça, c'est quand même une chance extraordinaire hein, qu'on a de pouvoir voir la voûte de la chapelle sépulcrale du haut. Tu vois les tours, Ouais, c'est tout à fait la génial. fenêtre. Je profite, j'ai fait plusieurs photos parce que c'est une chance extraordinaire d'être ici. On ne sait pas si on a la chance de retourner. Pour finir cette série de photos, Romain emmène Andrea sur l'un de ses points de vue préférés, la tour du bourreau. Et là, on a un des plus beaux points de vue de Sarlat.
La légende veut qu'ici, pendant 2 siècles, les exécuteurs de la ville y avaient établi leur résidence. On a quand même une sacrée chance de pouvoir vivre ici, hein. Nous quittons Sarlat pour aller plus au nord. Vers la vallée de la Vézère. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO lorsqu'elle traverse le Périgord, cette rivière prend sa source dans le Massif central et se jette dans la Dordogne. Le long de ces falaises, la Vézère abrite des sites exceptionnels qui racontent plus de 300 000 ans de présence humaine. Philippe Colomy est guide sur la Vézère. Ancien champion d'Europe de canoë, il propose des circuits de découverte de sa rivière. Un endroit qu'il affectionne particulièrement, c'est la falaise de Jord et ses trous de guetteurs creusés dans la roche. Ici, au Moyen-Âge, des hommes étaient postés pour surveiller la rivière. Le guetteur était là. La rivière fait des grands virages, donc normalement, il peut voir en face là-bas, donc à 4 ou 5 km, et il peut envoyer un message sonore, ce qui permettait aux forteresses qui étaient en amont de se mettre à l'abri, de se protéger, de rentrer le bétail, de rentrer le gibier, et tout allait bien. Sous cette falaise, des cavités ont été naturellement creusées par la rivière. Regardez cet endroit, moi je trouve ça magique, hein. C'est beau. On peut y accéder qu'en canoë. C'est dans cet environnement humide que pousse une étrange fougère, la capillaire. Les racines sont fichées dans le calcaire et la plante, elle a besoin quand même de photosynthèse, donc un petit peu de verdure. Elle va se développer vers le bas pour choper la fraîcheur et un petit peu de lumière. Ah oui, ce qui me plaît ici, en fait, c'est le côté sauvage de la vallée de la Vézère. Vu le décor, hein, c'est quand même féerique, quoi. Il y aurait des trolls qui sortiraient du bois, on serait peut-être pas surpris non plus, quoi. Ou des fées. Après 2 heures de descente, le site le plus emblématique de la Vézère est en vue, l'abri de la Madeleine. C'est à partir des objets paléolithiques trouvés au creux de cette falaise que les archéologues ont nommé une période de la préhistoire, le Magdalénien, compris entre 17 000 et 11 000 ans avant notre ère. Au Moyen-Âge, les abris préhistoriques ont été murés pour être habités. Il reste de ce village troglodytique une église creusée dans la roche et les ruines d'un château fort sur la partie haute du site. Ça me tient à cœur, oui, ça me fait plaisir d'avoir des endroits préservés comme ça et de savoir que ça risque de rester longtemps. Et peut-être que la vision que j'ai, il y a d'autres gens qui les ont eues il y a très longtemps et je trouve ça sympa. Au nord de la Madeleine, la Vézère continue ses lacets à travers d'impressionnantes falaises calcaires et des forêts de châtaigniers et de chênes verts. Ici démarre la vallée de l'Homme. À la fin du 19e siècle, les archéologues y effectuent les premières fouilles. C'est ici que naît l'idée d'un homme préhistorique.
Sous cette épaisse forêt, près de Montignac, se trouve le trésor de l'art paléolithique. La grotte de Lascaux, découverte en 1940. Un chien qui disparaît dans un trou plein de ronces, rien que de banal. Mais ce jour de septembre 1940, voici 8 ans, devait être le départ d'une des plus extraordinaires aventures. L'ayant vu disparaître, quelques jeunes gens, ses maîtres, partirent à sa recherche. Et ce fut la découverte du plus vaste et du plus complet musée de l'art des premiers hommes. Immédiatement, la nouvelle de la découverte fait le tour du monde et déclenche un engouement sans précédent. La main d'un très lointain ancêtre. Et comme soudain, si loin de nous, il nous semble si près. Pendant près de 15 ans, des dizaines de milliers de curieux se pressent pour admirer les chefs-d'œuvre de Lascaux. Mais les trop nombreuses visites bouleversent l'équilibre climatique de la cavité. Les peintures souffrent. En 1963, Lascaux est définitivement fermé au public. Aujourd'hui, rares sont les personnes qui sont autorisées à admirer ces merveilles, parmi les plus belles peintures préhistoriques du monde. Elles ont été réalisées il y a environ 19 000 ans. Les 235 mètres de long de la grotte comptent plus de 2000 représentations. Parmi ces privilégiés, Bruno Desplat, le gardien de la grotte. Il habite sur place depuis 23 ans. Chargé de surveiller Lascaux, c'est l'un des seuls à pouvoir y entrer presque tous les jours. Oui, la salle des taureaux doit se trouver approximativement à ce niveau-là. Voilà. Donc on peut imaginer que l'on marche sur le toit de la salle des taureaux. Voilà. Pour moi, la première fois quand je suis rentré dans la grotte, c'était euphorique. J'étais euphorique. Voir la grotte en vrai, on ne peut pas le décrire. Il faut que ça soit vos yeux, vous, et votre âme, votre cerveau qui voit cela. Ce matin, Bruno Desplat ouvre la grotte à la conservatrice du site. Elle accompagne une scientifique qui vient régulièrement vérifier l'état de conservation des parois. Les deux femmes doivent d'abord pénétrer dans un sas hermétique. Les précautions sont les mêmes que pour un bloc opératoire. En raison de sa grande fragilité, Lascaux reste sous haute surveillance. Nous rentrons dans un lieu extrêmement fragile qu'il faut préserver et préserver de tous les apports possibles, y compris ceux de l'homme moderne. Et donc, en mettant ces combinaisons et cette charlotte, on évite ainsi des résidus de tissus, des cheveux qui pourraient tomber et qui resteraient pour toujours dans ce lieu. Nous ne pourrons pas les accompagner dans la grotte. Mais la conservatrice accepte que nous l'équipions d'une caméra pour capter des images rares. Merci. C'est très simple. C'est quand même toujours le même merveille. Dès les premiers pas dans le halo des lampes frontales, les peintures apparaissent. Regardez un peu l'état des parois. Une évolution très lente mais habituelle pour cette période de l'année. Complètement. On a une température de roche qui est en train de grimper lentement. À chaque descente dans le sanctuaire, le temps de travail est compté. Les deux femmes ont 20 minutes pour faire leur relevé.
Ce matin, vous avez regardé les températures de la salle des taureaux roche. Oui, complètement. Et l'air était légèrement en dessous de la roche, vraiment à l'équilibre. Et on a des témoins qui le confirment, entre autres. Grâce à des témoins fixés sur les parois, elle contrôle le taux d'humidité de la cavité. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, je ne voudrais pas vous éblouir. Oui, absolument. On a 2-3 petites têtes d'épingle. Voilà, je vais les essuyer. Elles assurent également un suivi photographique. Vous voulez que je vous éclaire avec... Ce qui est quand même extraordinaire devant ces peintures, c'est qu'elles appellent l'humilité et tout de suite, on sent le rythme qui ralentit. Un grand calme. C'est la fin des relevés. Les deux femmes remontent vers la surface. On se sent privilégié, on se sent ému, on se sent bouleversé parce qu'on a le sentiment de voir quelque chose qui n'est pas accessible aux autres. Et puis un saut dans le temps qui forcément est très très fort. C'est-à-dire qu'au moment où on sort de la grotte, on a toujours besoin d'un bout de temps pour se ressourcer et revenir à la réalité. Dès la semaine prochaine, la grotte sera rouverte pour une nouvelle visite de contrôle. Allez. Plus au sud de cette même vallée de la Vézère, nous avons rendez-vous avec Camille Bourdier, une préhistorienne. Cette région et ses paysages, Camille les explore depuis 10 ans. Et ce qu'elle peut observer de sa voiture a bien changé en quelques milliers d'années. Il n'y avait pas de forêt, pas d'arbres ou très peu. Et on voyait ces magnifiques falaises qui étaient à nu. Ce qui veut aussi dire que les abris sous roche, il y en avait absolument partout. Et le paysage autour de nous, c'était des abris sous roche, des rivières et des troupeaux de bisons, de rennes et de chevaux qui gambadaient avec nos petits paléolithiques qui étaient à leur suite. Camille se rend aujourd'hui au pied du château de Comarque, sur un site exceptionnel qu'elle étudie depuis 2008. En contrebas de cette forteresse du XIIe siècle, juchée sur un éperon rocheux, se trouve l'un des abris préhistoriques les plus admirables du Périgord, l'abri du Cap Blanc. Il détient en son sein un chef-d'œuvre de l'art pariétal. Ce matin, Camille et son équipe veulent continuer à décrypter l'histoire de ce lieu, vieux d'au moins 15 000 ans. On se met là. Dans celui-là. Ouais. Sur 13 mètres de long, l'abri dévoile une frise de chevaux aux dimensions monumentales. Ils ont été taillés dans la roche, au silex, par des artistes magdaléniens. Et sur cette frise, Camille est intriguée par la tête d'un des chevaux. Si on regarde bien l'intérieur de sa tête, on voit une autre petite forme qui apparaît, qui a l'air de ressembler fortement à un museau, un petit museau triangulaire. Et donc on se demande si effectivement nous sommes face à une seule sculpture ou à deux sculptures, ce qui voudrait dire que les hommes sont venus au moins réaliser à deux périodes différentes des sculptures sur cette paroi. Bon, on commence à relever ça. D'accord. On fait la petite tête qui est à l'intérieur de la grande tête. Ouais, alors, cette chose-là. On attaque comment ? Là, comme ça. Pour déterminer si ces deux formes ont été sculptées à des époques différentes, ils utilisent un laser, voilà, une palette graphique et un vidéoprojecteur.
C'est ça, d'accord. Ainsi, Camille retrace directement sur la paroi le contour de la tête de bison, sculptée à l'intérieur de la tête du cheval. Que les hommes soient venus plusieurs fois, 2 fois, voire même peut-être un petit peu plus, ou du moins qu'ils aient taillé 2 fois, voire peut-être 3 ou 4 fois cette paroi, ça veut dire qu'on vient, qu'on y revient, peut-être des populations différentes, peut-être les mêmes populations aussi qui sont revenues ici plusieurs fois pour se rencontrer, pour échanger. En tout cas, moi, c'est mon hypothèse sur ces sites-là. C'est magnifique. Il devait être superbe. Et tu vois, on retrouve la... Les scientifiques ont prévu de passer encore plusieurs mois à l'abri du Cap Blanc pour percer les secrets de ce site unique. Le lendemain, une découverte attend Camille à Castelmerle, dans un abri où elle n'a jamais travaillé. Tous les sondages en bas. Alors tu vois, voilà, ça se passe en 3 niveaux. Isabelle Castanet possède sur son terrain plusieurs abris sous roche, dont un qui n'a pas encore été totalement fouillé. D'accord. Et voilà. Ici vivaient des hommes il y a près de 20 000 ans. Ils vont tendre des peaux d'animaux, par exemple, pour fermer la moitié de l'abri, protéger une partie de la population du froid. On n'oublie pas, c'est une période de glaciation, il y a des prédateurs, il fait froid, etc. Et on garde l'autre partie d'ouverte, parce que l'avantage d'un abri, c'est qu'on a un petit toit et une ouverture sur l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment génial. Et donc l'autre partie, on peut faire du feu, plusieurs feux, si on veut, et travailler autour. L'histoire de la famille Castanet se confond avec celle de son site. C'est ici que mon arrière-grand-père, à la fin du 19e siècle, a vu un petit abbé faire des fouilles, est venu lui parler et a eu un déclic, mais un véritable déclic pour la préhistoire. Il est devenu complètement passionné. En 1906, Marcel Castanet découvre les premières traces d'une occupation préhistorique sur sa propriété de Castelmerle. Très vite, il y trouve des parures paléolithiques. Et il fouillait l'hiver, donc il travaillait dans des eaux gelées, il était froid, il était souvent dans le brouillard par rapport aux archives qu'on a. On les voit, mais vraiment c'était plutôt compliqué comme travail pour eux. Ils étaient surtout très seuls et ils arrivaient à faire un travail tout à fait correct sur le plan scientifique. Et c'est ça qui est assez extraordinaire. C'est un patrimoine mondial de l'humanité, donc il faut le transmettre sur des générations et des générations futures. Donc là, ça fait 5 générations qu'on le fait et on espère que ça perdurera encore longtemps comme ça. Ces abris sont parmi les mieux conservés de la région. Une aubaine pour Camille. C'est vaste, on est protégé, la rivière en contrebas, on a un magnifique panorama. Bon, depuis cette époque, les bois ont poussé, mais il faut penser qu'à cette époque, il n'y a pas de bois ou très très peu. Donc tout est complètement dégagé, on a une vue complète sur la vallée. Que demander de plus ? Au bord de la Vézère, nous retrouvons notre guide, Philippe Colomy, pour une journée exceptionnelle. Quand même le gilet, hein. Vous savez pourquoi? Oui. Ça fait flotter. Une fois par an, il organise avec ses amis de l'association Périgord Authenticité une grande opération de nettoyage. Adultes et enfants, tous vont récupérer des déchets qui polluent la Vézère. Donc tout le monde connaît bien le fonctionnement, hein. On ne se jette pas à l'eau, on ramasse les bouts de plastique, on ne va pas non plus déterrer les vieux cadres de mobylettes qui sont enfouis là depuis 7 générations. Hein. On ramasse tout ce qu'on voit, toute la pollution visuelle. C'est parti pour 3 heures de navigation. Isabelle Castanet, la propriétaire du site de Castelmerle, est venue prêter main forte aux bénévoles. On vit tous au bord de l'eau, on travaille tous autour de cette rivière, notamment le site sur lequel je travaille est juste là. Donc cette rivière, elle est vraiment inhérente à notre vie quotidienne. Donc on trouvait leur initiative géniale et on s'est dit qu'on voulait s'associer à cette démarche et que cette rivière, elle appartient à tout le monde et autant qu'elle soit belle à regarder et propre.
Quelques centaines de mètres plus loin, près du pont de Tonac, les volontaires s'arrêtent sur cette zone très fréquentée en été. Des touristes négligents y ont laissé des traces de leur passage. Oh, Nino, un trésor. Ah, si on veut, hein. Tu le ramasses? Une poêle, ça se trouve que c'est un campeur qui a perdu sa poêle. Hein. Regarde, il y a autre chose là sous ton pied. Je croyais que c'était un truc qu'on voyait, papa. Ça, c'est un vieux tesson. Ah mais non, c'est un bouchon en plastique. Un robinet tout neuf. On va ouvrir une brocante là. Tout neuf, tu parles. Merci Hugo. Papa? Une casquette. Tu veux de crème pour la beauté? Ouais, un truc de crème pour la beauté. Oh là là. C'est eux qui plus tard seront amenés à pérenniser ce genre d'opération. Donc si très jeunes ils sont sensibilisés, ben forcément il y aura une continuité. C'est un jeu hein, pour eux, hein. Ils s'amusent. Bon, en plus il y a des adultes qui s'amusent avec eux, donc c'est super. Hein. Sur la rive d'en face, un déchet émerge à fleur d'eau. Vous avez trouvé quoi? C'est un tambour de machine à laver. C'est quoi? Les bénévoles ne sont pas au bout de leur surprise. Après 1 heure de trajet, ils dénichent ce qui pourrait être la plus grosse prise de la journée, un vieux bidon. On essaie de le faire rouler. Donc magnifique, un joli bidon en ferraille. Donc ça vient directement des agriculteurs. Lors des crues, la rivière emporte parfois les objets laissés près des berges. Donc il est plein à ras-bord d'eau. On va le faire retourner. Le encore vers là-bas. Attends, parce que là pour tourner la branche les gars. Là. Laisse le gilet. La Vézère, moi je la connais depuis tout petit. J'ai appris à nager dans la Vézère. Je suis du pays et pour moi c'est quelque chose d'important de garder une rivière propre. Viens mettre au milieu. Jolie prise. On s'y baigne tous les jours, on travaille sur la rivière et trouver ça, ben, c'est un peu les boules quoi. C'est des gens qui vont se faire mal avec, c'est une énorme pollution. Et on est vraiment content de l'enlever. À la fin de cette journée de nettoyage, les bénévoles auront ramassé près de 200 kilos de déchets. À 40 km de la Vézère, perché sur un promontoire rocheux, Belvès domine la vallée de la Nose. Site stratégique au Moyen-Âge, Belvès se dote de remparts au XIe siècle, toujours visibles aujourd'hui. Au cœur du village se dresse une ancienne demeure seigneuriale construite au XIVe siècle. Dans ce petit château, le nouveau propriétaire a fait en 2011 une découverte étonnante. Depuis 4 mois, Cornelia Cionet et Melissa Donadeo travaillent au château. Elles sont restauratrices d'art. C'est dans le grenier qu'elles se rendent tous les jours. Ici s'étend sur 7 mètres un vestige médiéval exceptionnel. Une peinture murale du XVe siècle, récemment mise au jour. Elle représente les 9 preux, un thème en vogue à la Renaissance. 9 héros chrétiens, juifs et païens qui, ensemble, incarnent toutes les vertus du parfait chevalier. Cornelia est italienne. Elle a découvert le Périgord il y a 7 ans. Depuis,
Elle dirige les plus gros chantiers de restauration d'œuvres d'art dans la région. Les visages des chevaliers chrétiens ont été effacés, probablement sous la Révolution française. À l'aide de petits traits, Cornelia comble le trou de plâtre que l'on appelle une lacune. Une fois que la lacune aura été maquillée, donc retouchée, la lacune va disparaître et il y aura l'image qui va venir au premier plan. Cette technique permet de restituer l'illusion d'un visage. Toutes ces peintures, elles ont une histoire à raconter, elles ont vécu plein de choses, donc nous on n'est pas là pour effacer toutes ces traces de l'histoire. Hein. On fait ressortir ce que l'artiste a fait, donc c'est vraiment toujours une émotion très vive. Parce qu'on se dit quelque part, on l'aide à pérenniser un peu son travail, quelque part. Et puis même, ça fait partie du patrimoine, c'est notre histoire à tous, ouais, c'est super émouvant, vraiment. Bonjour les filles. Bonjour. Comment ça va? Bien. François Dequesne, le nouveau propriétaire, quitte régulièrement le nord de la France où il vit pour contrôler l'avancée des travaux. Ce matin, il découvre 15 jours de travail des restauratrices. J'ai une petite surprise pour vous. On a déjà réintégré ici le visage. On n'a pas repris les yeux et les éléments du visage, mais on sent maintenant son profil. Ces lacunes ne gênent plus du tout. Aujourd'hui, le château a retrouvé fière allure. Mais lorsque François Dequesne l'achète il y a 4 ans, la toiture est en très mauvais état et le grenier est entièrement recouvert de plâtre. C'est en vidant les combles qu'il découvre la peinture. Il porte un casque avec un turban qui fait normalement. Et là, on peut penser qu'il y avait les fleurs de lys. Probablement, oui. En 2008, lorsque je suis arrivé ici, il y avait à peu près 30 cm de fientes de pigeons que j'ai eu l'occasion d'enlever pendant un été. Et je ne pensais pas avoir ce beau monde autour de moi qui me regardait. Donc c'est vraiment... J'aurais préféré que ça ne soit pas dans un grenier, parce que l'accès, vous avez vu, n'est pas évident. Jamais j'aurais pu imaginer d'avoir ce type de peinture ici, jamais. Alors là, j'ai une petite surprise. Parce que François Dequesne a fait appel aux restauratrices pour sauver l'œuvre et pour en percer les mystères. Nous permet d'identifier cette partie. Dans un angle du grenier, Cornelia a réussi à dégager un fragment qui permettrait d'identifier le chevalier le plus abîmé. Il s'agirait du roi David. Un élément de l'étrier. Où j'ai été inquiet, c'est de ne pas pouvoir tous les identifier. Parce que c'est super d'avoir des personnages très importants dans son grenier. Le but, c'est quand je viens les voir, de temps en temps, quand je suis ici, c'est au moins de les saluer. Je pense que je serai une des personnes qui va passer le plus de temps dans son grenier prochainement. Avec Cornelia, nous quittons Belvès et le Périgord noir. La restauratrice prend la route en direction du nord du département. Avec elle, Henri de la Tour du Pin, propriétaire d'un château en Périgord vert. Potentiel. Donc, un Jumillac. Il est venu la chercher pour lui montrer des fresques qu'il souhaite dater. Moi, ça m'émoustille parce que je me dis que, bon, je vais peut-être, j'espère en tout cas, avoir ce que je cherche depuis pas mal de temps parce que ces fresques n'ont jamais été étudiées. Donc là, on a un professionnel qui va peut-être apporter quelque chose de plus et qui va permettre de comprendre l'histoire du château indépendamment du sujet même des fresques.
Sur la route, Henri et Cornelia traversent l'ouest de la région, le Périgord blanc. Une appellation due à l'atteinte des carrières de calcaire qui le jalonnent. Ces pierres ont servi à la construction d'édifices majestueux, comme le château de Hautefort. Perchée sur une colline, cette forteresse médiévale a été remaniée en maison de plaisance au XVIIe siècle. Avec ses tours rondes à lanternon et son jardin à la française, ce monument est l'un des plus spectaculaires du Périgord. Tous ces châteaux inspirent la restauratrice italienne. J'ai découvert quand même un patrimoine très riche et très diversifié. C'est vrai que quand on se balade, on se dit tiens, là il y aurait du travail à faire, là il y aurait des choses à faire, là il faudrait absolument intervenir. C'est sûr, on a toujours un peu ça chatouille dans les doigts, voilà. Après 1 heure de route, c'est l'arrivée dans le Périgord vert, un paysage de prairies et de vallées encaissées. Henri et Cornelia atteignent enfin Jumillac-le-Grand. C'est ici qu'Henri a son château. Un monument construit au Moyen-Âge puis transformé au fil des siècles. Un mélange étonnant d'architecture gothique et Renaissance. Le château appartient à la famille d'Henri de la Tour du Pin depuis le XVIe siècle. Toute l'idée de vous montrer cela, puisque de par ces armoiries, on va justement avoir un problème pour moi de datation. Après en avoir hérité de sa mère, Henri décide de quitter son métier d'informaticien pour se consacrer à la sauvegarde de Jumillac. Depuis 20 ans, il se bat pour le faire vivre. Il a déjà restauré l'aile gauche du château qu'il a ouverte à la visite. Un salon, donc, mais au premier étage, créé sur le reste du bâtiment au XVIIe siècle. Tout reste à faire. Alors vous rentrez, c'est l'envers du décor. Oui, oui. Voilà. Et puis on a ces fameuses fresques dans un premier temps. Ce sont ces fresques en très mauvais état que le propriétaire veut montrer à Cornelia. Le problème en tout cas. Elles représenteraient le blason de la famille. Henri veut aujourd'hui les dater. Donc la chapelle, pour Antoine Chapelle, mon ancêtre, son épouse, leur premier fils, Jacques de Jumillac, et en dessous, leur petit-fils, François. Alors, très vite, Cornelia est attirée par un détail en bas de la peinture. Clairement, c'est qu'en dessous de cette couche picturale qu'on voit, il y a du rouge qui apparaît, donc on il y le a à peu près retrouve aussi partout. un petit peu ici, oui. mais ici, ça doit être la suite du personnage. Oui. Par Donc contre, là, on a d'ailleurs, ici aussi, on a l'impression d'être sur deux niveaux de peinture différentes. Donc du coup, on serait plutôt dans une peinture probablement réalisée à l'huile. Ce serait sûrement pas une fresque. Une fresque parce en que tant que telle, oui. Grâce à ces éléments, elle peut déterminer l'époque de cette peinture. C'est à toute évidence une peinture qui se situe à partir du XVIIe siècle, donc stylistiquement on ne peut pas la placer plus en arrière dans le temps. Et donc là c'est la même chose. Alors, cette partie du château a donc été décorée au XVIIe siècle. Henri va pouvoir entamer la restauration de cette pièce dans le même esprit. C'est une manière de comprendre comment l'architecture du château a évolué, pourquoi ici on a ce type de salon qui visiblement est repris sur une architecture Renaissance. Donc c'est un moyen d'aller plus loin. Or, la connaissance du château, c'est peut-être déplacé de ma part, mais je suis curieux et j'aimerais y comprendre un peu plus. Voilà.
Avant de raccompagner Cornelia, Henri veut lui montrer le plus beau point de vue de son château. Ça y est, on arrive à la plateforme. Le donjon a plus de 25 mètres de hauteur. D'ici, une vue imprenable sur les toitures. Des pentes vertigineuses, une véritable prouesse architecturale unique en France. La particularité de Jumillac, ce sont ses faîtières. Des statues en plomb dont la symbolique reste encore à percer aujourd'hui. Un bestiaire animalier, mais aussi les figures de l'autorité et la justice représentée avec un glaive et une balance. Alors ici, vous avez donc un personnage, toujours ailé, qui tient sur son bas-ventre, on voit bien, il a les mains sur les hanches, il tient un livre ouvert, allusion au livre des lois qu'on connaît dans la Bible, et donc on a là le symbole de la loi féodale. Je peux bien repartir avec un petit souvenir. C'est ici, du haut du donjon, que l'on peut aussi admirer le jardin à la française. Ici, c'est un petit peu, si vous voulez, comme un alpiniste qui monte au sommet d'une montagne. Il arrive et il admire le paysage, mais il se dit quand même qu'elle est belle la montagne. Eh bien ici, j'ai un peu la même impression. Je me dis, mais qu'il est beau ce château, qu'il est beau ce pays, ce Périgord vert. Et ça vaut le coup de se dépenser, de se démener pour le faire connaître, parce que conserver un château comme celui-ci, égoïstement, rien que pour moi ou ma famille, je trouverais ça vraiment navrant. Henri de la Tour du Pin espère lancer prochainement la restauration de la partie XVIIe siècle du château et l'ouvrir aux visiteurs. L'automne s'est installé au cœur du Périgord vert. C'est la meilleure période pour le cèpe, cet emblème de la gastronomie périgourdine. Instinctivement, on va rentrer en endroit parce que déjà, l'aspect. Ce matin, après une nuit de pluie, les conditions sont idéales. Dans la forêt de Champ-Romain, un petit groupe est à la recherche du précieux champignon. À sa tête, Jean-Pierre Biossa. Cet agriculteur est le plus fin connaisseur de l'endroit. D'ailleurs, c'est bien, d'ailleurs j'en vois un qui est là. Il me fait mentir un peu. Avec lui, un ami biologiste et un étudiant qu'il veut initier au secret de la cueillette. Toute la nuit pour pousser. Ils sont frais, ils sont humides encore. J'ai mon couteau. Première leçon, il faut préparer le panier avec de la fougère. Donc on va la disposer. Voilà, on les applique bien sur le fond du panier. D'accord ? Ça lui amène de la fraîcheur. Et c'est déjà beaucoup plus présentable, beaucoup plus joli. Ah oui. Pour le cèpe. Ah oui, parce que le sac plastique... Mais non, c'est pas idéal. Hein. Ouais, de toute façon, c'est pas idéal. Belle mousse, là, normalement. Ouais, c'est beau, hein. Ouais. Très joli. Ah ouais, puis avec cette lumière. Mais on n'y voit pas de cèpe pour le moment. La présence des cèpes est aléatoire et la recherche peut durer plusieurs heures. Mais Jean-Pierre Biossa a ses secrets. Ça, c'est très favorable à la pousse du cèpe. Donc il y a de fortes chances, en bonne période de cèpe, que les cèpes poussent autour de cette souche. Moi, j'ai des endroits où j'ai des souches qui ont 20 ans qui sont arrachées, qui sont en décomposition. Voilà. Et là, j'y trouve des cèpes. Au pied, j'y trouve des cèpes. Mais tout ça, ça s'apprend très facilement. L'œil, il faut observer. Il faut observer la nature. Il faut observer. Ça, mes armes, c'est un peu... Là, c'est pas mal comme endroit. Oui. En cherchant autour de la souche, les ramasseurs découvrent leur premier coin à champignons. Regarde ça. T'as vu ça? Ah ouais, il est beau celui-là. Magnifique. Alors ce que l'on fait en général, quand on arrive sur des cèpes comme ça, Rémi, donc tu vois, tu fais un tour général tout autour. Je regarde s'il n'y en a pas d'autres, parce que sinon on risque de marcher dessus en plus.
Pour ramasser le cèpe, il existe une règle d'or. Ah ouais, on le sent Une fois aussi. qu'il est Ne bien pas dégagé, arracher tu les sens, racines, voilà. le mycélium, Tu le prends pour sous permettre la à tête. d'autres champignons de Tu tends bien le repousser pied au quand même même. endroit. Et je tourne Tu un peu. tournes légèrement, tu le remues un peu, tu le bouges un petit peu. D'accord. Voilà, tu l'arraches. Et voilà. D'accord, super. Tu l'essuies un peu, là, tu fais tomber la mousse, la terre. Ah oui, il est bien ferme quand même. Très ferme celui-là. Celui-là, il est bon jusqu'au bout. Il a la barbe blanche, il a toujours son petit liseré blanc tout autour. D'accord. Une grosse queue, très ferme celle-ci par contre. C'est un moment un peu magique, quoi. On a un petit peu d'adrénaline, quoi. Et le bruit du vent, les feuilles qui tombent et tout ça, ça fait partie aussi du plaisir de cueillir le cèpe, je pense. C'est pas dissocié de tout ça, quoi. Un peu plus tard, première déception pour Rémi. Il pense avoir trouvé un cèpe, mais c'est une nonnette voilée. Un autre champignon de la même famille, lui aussi comestible, mais beaucoup moins goûteux que le cèpe. Hein, Jean-Pierre, les gens ils se font tromper au début de loin. Ah oui, celui qui ne connaît pas. Celui qui ne connaît pas, il est sûr que c'en est. Tout à fait. Ouais, tout de suite, si on regarde les deux, bon, quand on ne connaît pas bien de loin, c'est quand même une couleur relativement proche. Bon, de près, non, il y a des différences, mais c'est quand même une couleur relativement proche. Mais tout de suite, quand on connaît, il y a un caractère très brillant, voilà, qui est lié à cette espèce de gel là qu'il y a dessus. Donc c'est très brillant, on voit la lumière qui se réfléchit. Donc quand on connaît, on dit mais non, j'ai rêvé, c'est pas un cèpe en fait, voilà. Tu ouvres l'œil à gauche, hein, moi je regarde pas, hein, je regarde à droite. La matinée avance, le groupe fait sa plus belle découverte. Ouais. Là, ouais. Là, je le vois pas là. Ah oui, super. d'accord, incroyable. Ah, c'est génial. Un gros qui est là-bas. Ah ouais, Celui-là, il y en a un petit encore là. Un petit qui est là-bas, je pense, oui. Ah ouais, d'accord, il y en a plein. Hein. Celui-là Viens voir Rémi, là. Qu'est-ce qu'il est beau, celui-là. Ah oui, jaune clair, lui il est à peine... Il est encore jeune, mais il est grand. Lui, il est parfait. Pour moi, c'est presque le type idéal. Champignon qui doit avoir 3 jours aussi, je pense. Ah oui. Pas plus. Hein. C'est plus facile à arracher qu'un arbre. Hein. Donc on lui nettoie un peu le pied. Donc voilà, très, très joli champignon. Il a une couleur d'un cèpe qui, avec un peu d'âge, verdit légèrement. Enfin, ça, c'est pas un défaut. Hein. Chez les meilleurs ramasseurs de cèpes, la tradition impose de reboucher le trou avant de partir pour garder secret ses bons coins. Même dans les familles, moi je l'ai vécu quelquefois, on ne veut pas me dire où on a ramassé les cèpes, comme ça, parce que les traditions sont comme ça, on n'a pas l'habitude de dire tiens c'est là, non, tu te débrouilles, tu vas où tu veux, tu te les trouves comme tu veux, mais je ne te dirai pas où j'ai ramassé les miens. Le jour où tu montres tes coins à un ami, c'est que vraiment tu lui fais un grand cadeau en réalité. Montrer ses coins à cèpes, c'est un grand cadeau. C'est vrai que c'est un cadeau. Ça me semble naturel à moi, mais c'est ce qu'on partage. Quoi. Oui, c'est ce qu'on partage, bien sûr. C'est un partage. Ah, salut Jean-Pierre. Retour chez Jean-Pierre avec 8 kilos de cèpes. Voilà un beau panier déjà. Le groupe retrouve Laurent, un autre amateur de champignons. Superbe. Ah ouais. C'est lui qui va préparer la traditionnelle omelette. Le cuisinier, c'est... Alors, d'abord, on va enlever un petit peu la terre. Comme ils sont super beaux, magnifiques, on va pas les laver, on va juste les essuyer. D'accord. Il y a une forme de respect quand même de les essuyer. Ah, complètement. La tête comme ça. Moi, je m'évertue à le nettoyer. De bien les nettoyer. Et on l'a cueilli, on a cherché, et puis c'est un personnage, quoi. C'est une sorte de personnage. Surtout un cèpe comme ça, aussi gros, comme ça. Donc c'est incroyable, on le respecte. Une fois essuyés et coupés, les cèpes sont simplement revenus à la poêle. Bon. Et on la fait glisser doucement. Bravo. Bien, bon. Voilà. Bon. Bon appétit. Hein. Bon appétit. Merci. Bon appétit à tout le monde. Ouais. Ouais, bon résultat. Excellent. Ouais. Très bon résultat. 18.
Je crois que le plaisir, il est encore plus fort de les ramasser que de les manger. Ça, sûrement d'ailleurs. Enfin, en l'occurrence, là, chapeau le cuistot, là, bravo, quoi. C'est délicieux. Merci Jean-Pierre. Comme les gens ne parlent pas moscou. Oui, oui. Oui. À 100 km au sud, voici l'abbaye de Cadouin, l'une des plus belles du Périgord. Bâtie à partir du XIIe siècle, elle aurait abrité le suaire du Christ. L'abbaye rayonne jusqu'à la Révolution française et le départ des derniers moines. Aujourd'hui, les anciennes cellules des religieux abritent une auberge de jeunesse. Depuis 2 ans, la partie centrale de l'édifice, le cloître gothique, est en réfection. À la tête du chantier, Patrick Palem, un enfant du pays. Il travaille sur les plus grands projets de restauration d'art en France et à l'étranger. Depuis 6 mois, il redonne vie aux statues et aux clés de voûte du cloître. Ici, les sculptures sont toutes porteuses d'un message destiné aux moines qui vivaient autrefois dans l'abbaye. Des mises en garde contre les péchés auxquels ils étaient confrontés sur terre. On a l'impression d'être regardé quand on voit toutes ces sculptures et tous ces personnages qui vous observent. C'est assez émouvant quand même. C'est toute une vie qui est présente ici comme une bande dessinée en 3 dimensions. C'est relativement impressionnant quand même. Altérées par le temps, ces sculptures perdent de leur lisibilité. Lors des pluies, les sels contenus dans le sol remontent les piliers jusqu'aux parties les plus poreuses de la pierre. Au départ, vous avez une surface qui est très lisse, comme ici, vous voyez sur les plis du vêtement. Et puis d'un seul coup, petit à petit, l'épiderme disparaît. Et au lieu d'avoir un visage, on a une patate. Si on n'intervient pas rapidement, eh bien, dans une dizaine d'années, on va perdre complètement la lisibilité, alors qu'on devine encore l'œil, la bouche, le nez. C'est très important de stopper cette altération très rapidement. C'est à 50 km de Cadouin, à Périgueux, dans l'atelier de Patrick Palem, que sont restaurées les clés de voûte du cloître. Katia Cuillet est spécialisée dans le nettoyage de la pierre. Ouais, c'est bon. Pour éliminer les salissures sur les pièces, elle utilise la technique du laser. On la retrouve dans son aspect d'origine et ça permet de bien révéler tous les détails parce qu'en fait la salissure obstrue toutes les petites traces d'outils. On révèle pleinement la sculpture aux visiteurs qui la voient comme elle était lorsqu'elle venait juste d'être sculptée. Au XVe siècle. Au XVe siècle. La pièce que Katia restaure met en scène un récit tiré de l'Ancien Testament, la trahison de Samson par Dalila. Son nettoyage exige 3 heures de travail minutieux. Nettoyer ce genre de statue, ça permet aussi d'approcher la sculpture de près parce qu'en fait, comme normalement elle est à 4 ou 5 mètres de hauteur, on n'y a pas accès. Et nous, ça nous permet vraiment de la détailler, de voir toutes les finesses que le sculpteur a voulu donner dans son volume. Et ça, c'est assez rare de le voir d'aussi près. On en profite. Restaurées, les statues seront réinstallées dès demain à Cadouin. En attendant, à l'entrée de l'atelier, c'est le branle-bas de combat pour Patrick et toute son équipe. Ils reçoivent une pièce unique venue de Sète, dans le sud de la France. C'est fabuleux ces roues qui tournent à l'arrière. Ouais, c'est pas mal. Une vierge de 7 mètres de long, en cuivre, est sérieusement altérée. Une fois déposée, Patrick fait un premier diagnostic.
On se rend compte de l'état assez dangereux dans lequel elle était, puisque la main, elle tenait que par cette petite patte-là, que l'on vient de démonter pour pouvoir désosser la main, vous voyez, avec à l'intérieur tous les pigeons qui ont fait leur nid. Et puis surtout, on se rend compte un peu de la taille de la main, quoi. On est dans une dimension qui est extraordinaire, quoi. C'est un monument qui a une prise au vent phénoménale. La Vierge de Sète restera 6 mois à Périgueux. Le lendemain, Patrick et Katia vont reposer les clés de voûte dans leur lieu d'origine, le cloître de Cadouin. On a la chance de pouvoir travailler dans notre région, donc c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Tous ces lieux-là, on les a parcourus étant jeunes. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler dans la région, à Sarlat, je me souviens très bien de Cadouin et d'avoir visité le cloître, mais jamais j'aurais imaginé que quelques années, enfin plusieurs années quand même après, je viendrais pour y restaurer des clés. C'est quand même un vrai plaisir de travailler sous ce soleil. Regardez ce soleil périgordien. Si on ouvre la vitre, on sent l'odeur des cèpes, c'est fabuleux. Ici, par exemple, vous avez cette sculpture qui, quand on la voit de près, déjà, est assez déformée. Mais en réalité, donc, elle est destinée à être vue donc, là-haut, à 5-6 mètres, comme vous voyez cette clé qui reste en place. Vues d'en bas, les œuvres retrouvent des proportions plus naturelles. Tiens, attention, hein. Tu as un ange dans les bras. Merci. Il faut mettre bien en face. Donc c'est en fait une tige filetée scellée dans la clé. Aujourd'hui, les clés de voûte sont vissées à des tiges filetées. Un système contemporain qui peut supporter des pièces de près de 50 kg. C'est un peu mécanicien tout ça, je trouve. Mais au Moyen-Âge, les bâtisseurs utilisaient une technique très différente. Vous avez ici le modèle où il n'y a pas la clé. Vous voyez, il y a un tenant, donc la partie rentre là, elle tourne et elle se bloque. Vous avez exactement ce système-là qui est ici. Et voilà, vous avez ici, on voit très bien, on rentre cette partie-là ici et on tourne. Et après, il y a un blocage par ces deux petits tétons qui bloquent. Un système efficace, ingénieux et qui a fait ses preuves. Cette opération se termine et c'est vrai que c'est quand même un plaisir, même si effectivement on ne les verra plus tous les jours à l'atelier, ce qui est dommage, mais elles reviennent dans leur lieu pour lesquels elles ont été faites, quoi. C'est vraiment ici qu'elles ont un sens, le sens il est là, quoi, de l'histoire, de la lecture, donc c'est là qu'il faut qu'elles soient. Avec ses clés de voûte, le cloître retrouve une partie de sa splendeur passée. Au sud de la vallée de la Dordogne, d'autres passionnés ont décidé de relancer une tradition disparue du Périgord, la récolte du safran. Maud Doriac et Marc Diméné sont agriculteurs. Depuis 3 ans, ils consacrent une parcelle de leur terrain à la culture du Crocus sativus. Cette fleur délicate qui donne le safran. Elle est partie, je l'ai embêtée. Comme tous les matins en automne, le couple vient ramasser la floraison du jour. Le safran, c'est vrai que ça sent bon, c'est des fleurs, c'est doux, c'est soyeux au toucher. Là, rien que l'odeur de miel et de rose, là, de fleurs, c'est enivrant, ça donne envie de continuer et de suivre le panier. Ça me fait lever tous les matins, ouais. Ouais, et puis j'attends que le jour se lève en trépignant, en allant voir, et puis après, en fonction du temps, on ramasse ou on ramasse pas de suite, ça dépend de l'humidité ambiante, du brouillard, de tout ça. On aime bien laisser passer un petit peu le soleil dessus, pour que ça se sèche un petit peu et ça développe tout.
La cueillette est minutieuse, il ne faut pas abîmer la tige. Elle contient le stigmate qui donnera l'épice la plus chère au monde. Tu vois, je ne sais pas ce que c'est qui fait ça. Tu vois, il a bouffé là. Ah ouais. Le safran se vend aujourd'hui 32 000 € le kilo. Alors on appelle le safran la partie rouge qui est composée de 3 stigmates. Donc c'est uniquement la partie rouge, les 3 stigmates, que l'on va consommer. Voilà. Après la cueillette vient le moment le plus délicat. Il faut effeuiller les fleurs récoltées pour récupérer les stigmates. C'est infiniment petit ce qu'on récupère. Hein. Celui-là a l'air beau, là. Très beau. Patiemment, Maud et Marc retirent aussi la partie jaune qui donnerait un goût amer à l'épice. Ils doivent faire ce travail le jour même pour garder tout l'arôme du safran. Un travail lent et méticuleux. C'est l'aboutissement de tout ce travail, d'avoir quelque chose d'incomparable au niveau saveur, au niveau goût. C'est le plaisir de faire un produit de qualité. Aujourd'hui, avec 300 fleurs ramassées, le couple n'a produit qu'1,5 gramme de la précieuse épice. Dans l'après-midi, Maud part livrer le safran à un restaurateur voisin. Elle traverse la forêt de la Besse, un de ses paysages préférés de la région. À cette période de l'année, le Périgord est vraiment dans sa robe automnale, c'est splendide. Les jaunes, les rouges, les verts, les marrons, les orangés, cette explosion de couleurs, et il n'y a qu'ici qu'on le trouve. La productrice de safran a rendez-vous chez Philippe Latreille, à Vitrac, sur les bords de la Dordogne. Bonjour monsieur Latreille. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, Maud? La forme? Bah oui, il faut bien. Voilà. Voilà, ce safran, récolte 2011. Ouais. On va goûter. Donc ça, c'est notre safran du Périgord. On va voir si on retrouve le miel quand il est frais, là, l'autre jour. Et on retrouve bien un petit goût de miel derrière. Miel, même sec, il est quand même... C'est pour ça qu'il est intéressant comme safran, parce que moi, je peux l'utiliser en pâtisserie aussi. Philippe Latreille est un amoureux du Périgord. Dans sa cuisine, il met en avant les produits de sa région. Il se fournit chez le couple de safraniers depuis le début de leur production. Ça, c'est génial, quoi. Ça n'a pas de prix, quoi. C'est quelque chose qui fait plaisir. Quand on le prend, qu'on le met dans une sauce ou qu'on s'en sert pour faire quelque chose, voilà, ça a une histoire. Marc et Maud ont commencé une histoire et moi je vais la finir. Et c'est ce qui me plaît, moi, de travailler comme ça. Ça passe, 2 à 46 avec 2 attentes, un pot-au-feu, une terrine. Il y a 15 ans, Philippe Latreille reprend ce restaurant familial. Passionné de terroir, il base toute sa cuisine sur le produit phare du Périgord, le foie gras. Un produit traditionnel qu'il remet au goût du jour dans des recettes innovantes, comme son pot-au-feu de foie gras. Ça, c'est vraiment mon place. Voilà, en plus, c'est de saison. Voilà. Il faut le prendre avec douceur. Le foie gras, c'est un produit qui se respecte, mais qui sait rendre, qui sait donner. C'est un petit peu comme le Périgord. C'est quelque chose qui donne beaucoup. Le Périgord, vous prenez la vallée, à chaque virage, oh, vous avez une surprise, vous avez quelque chose qui vous épate. Mais le foie gras, c'est un peu pareil. Attention au pot, là, qu'il soit propre. Hein. Voilà, combien il en reste?
Son amour du foie gras et de sa région, Philippe Latreille a décidé de le transmettre. Régulièrement, il organise des stages découvertes de ce produit d'exception. Demain, il attend 6 nouveaux stagiaires. Le lendemain matin, Aude Pétignot est en route pour le stage. Enfant du pays, cette jeune mère de famille n'a jamais appris à cuisiner le foie gras. Elle est venue avec son amie Karen, une Américaine tombée sous le charme du Périgord il y a plus de 10 ans. Ensemble, elles ont décidé d'en savoir plus sur l'emblème de leur région. Le foie gras, c'était toujours nos grands-mères qui faisaient, donc on a envie vraiment d'apprendre. Enfin, moi en particulier, j'ai vraiment envie de pouvoir manipuler et de pouvoir faire maintenant mes recettes, quoi. Oui, je mange du foie gras, c'est vrai, mais de faire mon propre, je trouve que ça va être quelque chose d'important. Ouais, moi j'attends beaucoup de ce cours-là. Je me dis que c'est important pour moi et pour ma famille et pour mes enfants de savoir le préparer et puis après de pouvoir transmettre aussi. Ouais, ça va être... Ouais, j'attends beaucoup. Pour commencer leur journée foie gras, les 2 stagiaires sont attendus dans un élevage d'oies, tout près du Cingle de Montfort. Ce méandre de la Dordogne est surplombé par un monument du XIIIe siècle, le château de Montfort. Sur l'autre rive s'étend la presqu'île de Turnac, qui abrite l'une des plus grandes noyeraies d'Europe. Alain Germain est un ami du chef Philippe Latreille. Il lui fournit tous ses foie crus. Allez, Bibi, allez, Bibi, allez. Sur sa propriété de 55 hectares, l'éleveur fait cohabiter les oies et les noyers depuis plus de 30 ans. Allez. Pourquoi vous les rassemblez comme ça? C'est pour les faire remonter, donc pour pouvoir qu'ils soient à notre contact. Parce que bon, les gens sont venus voir les oies, donc il faut qu'elles soient avec nous. Allez, Bibi! Elles vous obéissent au doigt et à l'œil. Ah, disons qu'elles ont l'habitude, quand je les appelle, de remonter. Les mâles, c'est ceux qui ont une tête de plus que les autres, puisque le mâle, bon, je ne sais pas si vous arrivez à le distinguer, voilà. Là, il y en a un. Bon, forcément, bon, il n'y en a que pour 3. Ah oui, il y en a une grande. Aude et Karen ont rejoint 2 couples de Bordelais venus découvrir comme elles le trésor gastronomique du Périgord. Première leçon pour le groupe, savoir reconnaître un foie cru de qualité. Dans l'Oie, les meilleurs foies sont situés dans des gammes de poids de 700 grammes, 900 grammes, 1 kg. Le deuxième critère qui est important, après le poids, la couleur. C'est la couleur du foie. On voit bien ce côté blanc-jaune, un ocre léger. C'est à peine rosé, disons. Là, je vous laisse donc le foie pour comparer le foie qui vous allez sentir qui est beaucoup plus ferme. Et là, donc, je vous mets donc... L'éleveur a un conseil indispensable pour bien choisir. Quand on attrape le foie, donc, il faut passer son pouce, voyez, comme ça, pour voir si la forme du foie reste apparente sur le lobe. Il ne faut pas que ça fasse éponge. Voilà, donc avec le pouce, plus un foie cru garde la trace apparente du doigt, plus il contient de graisse et sera difficile à cuisiner. Ces deux sont beaucoup plus souples que celui-là. Je ne veux pas creuser trop. C'est la première fois que j'ai touché avec toutes les astuces, les conseils, qu'est-ce qu'il faut chercher. Oui, c'est la première fois. Et maintenant, je vois la différence un peu, donc c'est bien. C'est bien, merci. Après la visite de l'élevage, le groupe rejoint le restaurant de Philippe Latreille pour le cours de cuisine.
Le chef va leur apprendre à préparer une terrine de foie gras. Ça y est. Fin prêt. Donc un foie gras, qu'il soit d'oie ou de canard. La recette est simple, mais certaines étapes sont indispensables. En premier, il faut déveiner, c'est-à-dire enlever les veines du foie. Alors, la veine est ici. Quand on fait une terrine de foie gras, si on laisse les veines, le problème c'est qu'après quand on le coupe ou quand on le mange, ça fait comme des petits fils. C'est pas agréable. Donc le but, c'est d'enlever les veines. C'est au tour des élèves de s'essayer à l'exercice. Il se détache pratiquement à la main. Vous le sentez avec le doigt. Vous voyez, là c'est souple, et là dès qu'on passe, ça accroche. Il y a quelque chose qui accroche. Je dois aller très doucement parce que Voilà, c'est celui-là, oui. Voilà. Je sais pas. C'est pas beau. Mais c'est bon. Mais c'est bon. Et ça sent bon aussi. Ça sent très bon. On peut sentir un bon. Déveinés, les foies sont prêts à être cuisinés. Voilà, alors il suffit de bien mélanger. Pour un foie, 10 g de sel, 3 g de poivre et une petite astuce de Philippe. Alors comme ça paraît impressionnant. Rajoutez 1 g de sucre pour éviter l'amertume. Un peu de vin blanc. Voilà. Et la mettre, alors, le but c'est de la rentrer, bien la faire rentrer. Voilà. Et là il faut bien la répartir avec les mains. C'est un peu le même principe que quand on déveine. Jouer avec... voilà. 40 minutes au four et au bain-marie. Et la terrine est prête. Le soir même, c'est l'heure du verdict pour les stagiaires. Ils vont déguster les foie gras qu'ils ont préparés. Merci. Merci. Très très bon. Donc rien à dire de plus, c'est un vrai régal. Vraiment. Le foie est moelleux, on peut le voir. Là, c'est... Voilà, j'espère que je serai capable de refaire ça à la maison. Voilà. De la région, le Périgord se teinte d'une autre couleur, celle des vignes du Bergeracois. Le château de Montbazillac, emblème du célèbre vignoble, domine la vallée. Un peu plus loin, apparaît le château de Bridoire, une petite merveille du XVe siècle, remaniée au XIXe siècle. Malmené par l'histoire, il vient tout juste d'être sauvé grâce à la mobilisation des habitants de Ribagnac. En avant la musique. Les outils, on a tout laissé sur place. Hein. Ce matin, les Guyot attaquent en famille les tout premiers travaux. Laissé les chèvres. Originaires du Loiret, ils ont acheté ce château il y a à peine un mois. Le chantier du jour, le décapage de l'escalier d'honneur. Faut qu'on enlève toutes les boîtes électriques, mais ça va venir tout seul. Ah non, c'est superbe ça. Jacques Guyot est un amoureux des châteaux. Parce que ça, il en a déjà restauré 4, dont celui de Saint-Fargeau dans l'Yonne. Surtout pas de les gratter, de les laisser intacts. Hein. Alice, non mais je compte sur vous. Hein. Et lui, t'as pigé le truc? Normalement, tout ce qui est soufflé, il n'y a pas de problème. Voilà. Là, il faut vraiment rester sur la... Ça, c'est du plâtre. Voilà, là, ça décolle bien. Là. Voilà, ça, c'est génial. Et c'est très agréable à faire, en plus. Édouard, le cadet de la famille, a 19 ans. Je suis pas à l'aise avec la hache.
Ah ouais, c'est bien là. Oh là là, il y a un gros morceau qui vient là. Attention. Ben, ça, c'est un mur qui a quand même 360 ans, hein, c'est pas mal. Hein. Donc on sait que les vieux enduits qui sont derrière, ça n'a pas bougé. Finalement, le plâtre est venu couvrir esthétiquement les murs, mais en même temps assurer une protection. Et en plus, ce qui me plaît énormément, si vous voulez, c'est qu'on a une volée d'escalier qui est majestueuse. Hein. Il y a peu d'exemples d'escaliers à l'italienne comme ça. Alice a 16 ans. Alors, par contre, tu vois, les boiseries du 19e siècle, on va les garder. Parce qu'elles sont... On n'arrive pas ça. Si, tu l'enlèves, voilà. Tu l'enlèves juste là. Exactement comme on a fait de l'autre côté. Voilà. Tu vois? Ça, c'est bon. C'est des pierres brutes qui ont été taillées, qui ont été équarries, qui ont été préparées, qui ont été posées avec amour. Regardez la qualité de la peau, c'est extraordinaire. C'était fait il y a, je vous dis, dans le premier tiers du XVIIe siècle, ça n'a pas bougé. Et c'est vraiment, c'est touchant de voir ça. Ah, c'est excitant, ça. C'est régulier, hein. Et la pierre est bien taillée, là. Elle est bien taillée. Et dès qu'elle doit voir la couche de plâtre juste au-dessus, là, vas-y, attaque, voilà, c'est ça que je veux dire. Après une heure de travail, Édouard commence à mettre au jour le décor de l'escalier tel qu'il a été conçu au XVIIe siècle. Un petit siècle. méplat à 90 degrés, ça c'est très joli, hein. C'est vraiment très beau. Mais je comprends toujours pas pourquoi il y a ça. Ouais. Ah, il tombe bien là. Ah, ça c'est vraiment très beau, hein. Non, c'est des bonnes surprises tout ça, d'excellentes surprises. Deux heures plus tard, une bonne partie des enduits a déjà été évacuée. Il faut être motivé là. Il faut être motivé, c'est la partie la moins marrante. C'est marrant de gratter, mais après, il faut évacuer. Alors. Ah zut, on a oublié la table, je savais bien. Pendant le déblaiement de l'escalier, Catherine, la femme de Jacques et Alice, veulent faire les premiers tests de peinture pour les portes et les fenêtres du château. Il faudra allumer le gaz. Un exercice délicat. Alors 130 grammes, donc t'as vu où c'était? Elles vont préparer elles-mêmes des peintures à partir d'ocre naturel. Verse sans la cuillère parce que là. Oui, mais là, c'est pas du tout. Voilà. Vas-y. C'est bon? Attends, vas-y. Alors après, tu mets la farine, la verser dans l'eau bouillante. Donc il faut d'abord attendre que ça boue. Cuire en mélangeant pendant 15 minutes. Et ensuite, il faudra ajouter des pigments, donc dans 15 minutes. C'est la première fois que Catherine se lance dans la fabrication de peintures à base de terre colorant. Voilà, attention. Vas-y. Vas-y, touille. Voilà. J'ai l'impression que c'est la mixture des schtroumpfs. Là, c'est déjà voir comment ça se fabrique. Après, choisir la teinte. Et finalement, après, on est parti pour en faire au moins 250 kg. Oh là là, c'est en train de cuire là. Vas-y. Non. C'est comme une béchamel là. Mais c'est bien. Donc là, un quart d'heure à touiller. Oui, un quart d'heure à touiller. Et après, 3 autres quarts d'heure à touiller. C'est assez magique de se dire qu'on peut fabriquer quelque chose alors que normalement on se dit on va dans un magasin de bricolage, on achète les 5 kilos de peinture, il n'y a que des solvants chimiques là-dedans. Et puis là on part d'ingrédients super simples et on se dit, enfin vraiment pour moi je suis bluffée. Une fois la préparation faite, elles y versent de la poudre d'ocre pur, couleur sang de bœuf, la teinte du Périgord. Tu vois, ça colore pas tant que ça. Hein. J'en ai ou pas attends, regarde, qu'est-ce que ça donne? Je trouve que tout à l'heure c'était un peu orange et là maintenant c'est marron. Oh, c'est bien. Alors attends, on va faire un essai. Qu'est-ce que ça donne là? Bah c'est pas mal, hein, moi je trouve. Alors évidemment après il faudra voir quand ça sera sec. Alors la première ocre est prête. Alice la pose sur la porte-test. C'est tellement émouvant de se dire que cette porte-là, elle a été posée il y a son temps, c'est une porte 19e, et qu'elle a subi vraiment un manque d'entretien depuis les 30 ou les 40 dernières années. Cette porte-là, elle a 100 ans et elle va repartir pour 100 ans.
Bridoire revient de loin. Propriété de la même famille pendant 2 siècles, il est racheté en 1978 par une mystérieuse société écran. C'est à cette période que commence son calvaire. Laissé à l'abandon, pillé et squatté par des gens de passage, l'intérieur de l'édifice se dégrade dangereusement. Des amoureux du château, habitants de Ribagnac, créent en 1989 une association « Sauvons le château de Bridoire ». Après 22 ans de combats acharnés et plus d'une vingtaine de procédures judiciaires, ils atteignent enfin leur but. Le château est remis entre les mains de l'État, puis racheté par la famille Guyot. Arrêtez sur le chemin de ronde, là. Ce matin, les 3 meneurs de l'association rendent visite à Jacques Guyot. Ils lui ramènent la cloche du château, sauvée du pillage il y a 20 ans. À l'intérieur de cette fenêtre sur le tour de ronde. Ah oui, d'accord. La corde, elle descendait à l'extérieur de la tour. Ou une chaîne peut-être. Ou une chaîne. Et on tirait la chaîne depuis en bas. Tout château avait sa cloche. Voilà. On va pouvoir sonner l'Angélus, mon père. Tout à fait. envie d'aborder le sujet avec lui, là. Le début des restaurations est un soulagement pour ces passionnés qui ont beaucoup lutté pour Bridoire. Les gens ont délaté le parquet et ils se chauffaient devant la cheminée. Ici, il y avait un grand lit qui servait à je ne sais pas trop quoi. Enfin, donc toutes les boiseries qui sont parties là ont servi à brûler, à se chauffer. Et ça a été notre gros souci pendant 22 ans, se poser la question, est-ce que le samedi soir, le feu ne va pas prendre dans le château? Ça a failli... Un miracle. C'est vraiment un miracle qui n'est pas brûlé. Dans tout le château, vous avez des endroits où ils ont cassé une boiserie, où ils ont percé un peu le mur, où ils sont allés chercher derrière les tapisseries, parce qu'ils croyaient qu'il y avait un trésor. Et à Bridoire, on cherchait le trésor. Et le trésor, ils ne l'ont jamais trouvé, parce qu'il n'y avait pas de trésor. L'association a aussi posé des cadenas il y a 15 ans pour protéger l'édifice des intrusions. Le dernier à faire sauter, là. Eh oui. Hein? City. Ça, c'est nous qui l'avions... Alors, c'était mis à quelle année, ça? Il y a 15 ans. Il y a au moins 15 ans. Allez, on le fait péter comme une bouteille de champagne, là. Hein? Vous allez y arriver, là? Sans doute. Cette époque est passée. Maintenant, tout va bien. On va le mettre dans une vitrine, là, quand même. Hein. Regardez, quand même. Et ça, c'est un geste que l'on a imaginé pendant 22 ans, mais on n'était pas trop sûr qu'un jour, le cadenas, on puisse l'enlever. On en a rêvé, mais aujourd'hui, c'est une grande joie. Il y a beaucoup d'émotions quand on voit ce petit cadenas qui représente beaucoup de choses. On peut dire que Bridoire était enchaîné et Bridoire est libre. C'est un autre symbole. Oui, grosse journée, là, on y va. Ça va turbiner, hein. Eh bien, mes chers amis, si vous voulez, on va se regrouper et on va faire notre petit Aujourd'hui, plan c'est de une bataille, journée si vous le spéciale voulez bien. pour les Guyot. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir travailler tous sur les fenêtres, parce que, bon, il y a beaucoup de fenêtres, mais après, c'est peut-être un problème de matériel. Vous pouvez être à 2 par fenêtre, c'est pas Une cinquantaine de bénévoles a répondu à l'appel du nouveau propriétaire. Il faudrait une petite équipe, il faudrait à peu près 10 personnes sur l'ensemble des fenêtres. Après, c'est le décapage de la terrasse qui donne sur l'arrière, où ils ont mis une couche de goudron. Ça s'enlève très bien, si vous voulez, mais il faut gratter pour retirer les plaques de goudron. Et puis à la cuisine, il faut des Le toutes programme petites de la planches, journée il faut coller attaquait les premières restaurations du château. et remonter la couleur des pierres derrière. Donc voilà. Donc, Bon, voilà. Bon, donc je crois que je vais avoir mon équipe. Tu t'occupes des petites mains et puis moi je m'occupe des grosses mains. Hein. Des gros bras. Voilà. Voilà, bah écoutez, on y va. On est là. C'est hein. à récupérer, c'est pas... Les bénévoles prennent possession des lieux, à chacun son chantier. Bonjour. Vous êtes les bienvenus. Voilà. Peut-être décapage de la terrasse si vous voulez. Hein. On va y aller justement, je voulais y aller là avec... on devait y aller ensemble. Hein.
Hein, vous voulez qu'on aille voir ça? Allez, on y va, on est parti. Et puis après, Le premier objectif de la journée, sur la terrasse, d'écrouter le goudron qui recouvre un sol du 19e siècle. Un travail difficile qui n'effraie pas ce volontaire installé récemment dans la région. C'est une petite fierté, je pense que c'est une bonne occupation, puis le patrimoine, il faut qu'on le garde quand même. Il faut qu'on se le garde. Il y a de belles choses en Dordogne. Après seulement 1 heure de travail, la moitié de la terrasse est déjà décapée. Voilà, ça c'est des plaques en terre. Allez, on roule. Tout ce qui est vraiment déblaiement, main-d'œuvre, etc. Quand on est nombreux, c'est extraordinaire parce que là, on avance à une vitesse. Enfin voilà, je suis ravi, je suis ravi. Ça, faut qu'on le retire parce que sinon on peut pas retirer le châssis. Sur l'autre façade, c'est le chantier principal de la journée. Sébastien Au revoir est enseignant à Montbazillac. Avec les autres bénévoles, il s'est attaqué aux 60 fenêtres pour essayer de récupérer les vitres du 19e siècle. Bridoire, c'est un château un peu magique. Je l'ai découvert il y a une quinzaine d'années. Il y avait une espèce de légende sur Bridoire, un château abandonné, perdu dans les ronces, un peu comme on imagine le château de la Belle au Bois dormant. Et puis malheureusement, on l'a connu dans un triste état, dans le pire état de son histoire, certainement. Et puis ça fait plaisir de le voir maintenant renaître, revivre, petit à petit, avec tout ce monde d'Ambridoire qui participe, qui donne un coup de main. C'est assez fantastique. Ça fait plaisir de participer à cette chouette aventure. Au bout du couloir, Jean-Marie Angelot a presque fini sa fenêtre. Agriculteur, il est le plus proche voisin du château. Il y a les foulures. Là, c'est nickel. C'est du bois dur, ça. Il est venu avec son père de 84 ans. C'est notre château, presque. On est à 400 mètres, on l'a vu depuis qu'on est né, alors on le voit se dégrader tous les jours, alors c'est dommage, il faut faire quelque chose. Et parce que celui-ci, il nous tient plus à cœur que les autres. Forcément, il est sur la commune de Rivagnac, et puis il remonte à, je sais pas quand. Face au bâtiment principal, des écuries du 19e siècle. Pierre Masson est ferronnier d'art à la retraite. Autre voisin du château, il est venu proposer son aide pour les remettre en état. Amateurs de chevaux, les Guyot ont pour projet d'installer des ânes dans ces écuries pour des randonnées dans les vignes voisines. Une manière de faire revivre dans la tradition ce patrimoine endormi. Dans la cuisine, il faut enlever les tags et retrouver l'esprit du 15e siècle. Ah bah oui, c'est pas trop mal ça. Encore un petit marteau là, pour décoller l'enduit là. Ouais, il y a l'enduit qui reste dessous. C'est des mauvais souvenirs, c'est des cauchemars ça. J'espère que le cauchemar de Bridoire est terminé et que maintenant, vous voyez, il va y avoir 300 cuivres rutilants qui vont habiller tous les murs, une grande table de travail au milieu, un tourne-broche, un four à pain, enfin, tout ça va. Et le décor est planté parce que cette cuisine elle est superbe. Au sol, les carreaux cassés seront remplacés par des pièces d'époque. On passe un peu pour des fous, nous, parce qu'on aime bien conserver. Le plaisir, c'est de remettre en mouvement une horloge arrêtée, voilà, en essayant de respecter ce qui s'est passé au cours des siècles précédents. On va faire visiter un chemin de ronde, mais allez, venez prendre un petit verre de vin, là, pour ceux qui veulent. Dans le grand salon du château, c'est l'heure du pot de fin de chantier. On voudrait aussi qu'il y ait un pôle rien qu'avec des jeunes, parce que c'est important de transmettre le flambeau.
Alors on a du fromage, de la charcuterie, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Francis, tu tapes, hein? Je mange, je tape. Tu manges, tu manges, tu manges. Mais oui, je mange. C'est un feu de paysan, ça, un bon feu. Ça, c'est un vrai feu et c'est un feu qui fait chaud au cœur, là. C'est vrai que ces moments-là, c'est les plus forts de l'aventure. Après, dans 10 ans, dans 20 ans, ça sera merveilleux, on sera fiers du travail, mais c'est de la gestion, c'est de l'entretien. Et le fait de réveiller quelque chose qui a été martyrisé, franchement, voilà. Bon, ben, mes chers amis, buvons à la renaissance de Bridoire, dont vous êtes les fers de lance. Et vous voyez, grâce à vous, ben, voyez, le coup d'envoi est parti, ça y est. Vous avez ouvert la voie. Et ça, vous voyez, c'est très important. C'est important symboliquement pour la renaissance de Bridoire. Puis c'est important parce que nous, maintenant, on va pouvoir... ça y est, la voie est tracée, on va pouvoir y aller. Alors, merci à tous, bonne santé. Et puis, buvons à Bridoire et à ce beau pays de Cyrano. Bravo! Bravo! Si tout va bien, le château de Bridoire ouvrira bientôt ses portes au public. Un joyau de plus, préservé dans les vallées du Périgord.